La pluie tombait en trombe glaciale le soir où sa belle-mère l'avait reconduite en voiture, et Lena Rosewood, tout juste âgée de 8 ans, se retrouva à grelotter sur le trottoir glacé. De sa petite main, elle serrait la valise que sa mère avait préparée, mais chaque pas lui semblait plus lourd que le précédent, comme si la boue sous ses chaussures essayait de la ramener à l'intérieur de cette maison vide qu'elle appelait autrefois son foyer. Les yeux marron foncé de Lena semblaient toujours distants, comme si elle vivait dans un monde inaccessible. À l'école, son professeur murmurait que Lena flottait quelque part bien au-delà des murs de la classe. En réalité, elle n'habitait que le souvenir de la douce étreinte de sa mère, le doux parfum de la camomille sur les poignets d'Evelyn, la façon minutieuse dont elle raccommodait chaque chaussette, les carrés parfaits qu'elle découpait dans chaque miche de pain. Mais ces derniers temps, ces carrés avaient brûlé sur les bords, et les mains d'Evelyn tremblaient en boutonnant la chemise de Lena. Les médecins ne purent diagnostiquer qu'un épuisement nerveux et une fatigue chronique avant qu'Evelyn ne puisse plus rien faire. Le jour de sa mort, le ciel était couvert de la même pluie glacée qui ruisselait maintenant sur le col de Lena. Aux funérailles, Lena se tenait seule parmi les bancs en bois, vêtue du pull à moitié fini que sa mère était en train de tricoter. Personne ne lui offrit de parapluie, et bien qu'elle serrait contre elle l'écharpe en laine parfumée à la menthe poivrée, cela ne contribua pas à réchauffer le vide qui la rongeait. Une main légère et froide se posa sur son épaule, c'était son père, Arthur, mais son regard ne croisa jamais le sien. Il fixait le cercueil, comme si Evelyn avait disparu de sa mémoire avant que la pluie n'aplatisse le sol de sa tombe. Lorsque le cercueil glissa en terre, la pluie redoubla. Des mains inconnues lui caressèrent l'épaule, de faibles murmures résonnèrent dans sa tête, elle est en paix maintenant, tout ira bien, des mots qui sonnaient creux face au clapotis incessant des gouttes. Les larmes de Lena se confondirent avec la pluie, elle ne savait plus où s'arrêtait le chagrin et où commençait la tempête. 3 jours plus tard, lors de la cérémonie silencieuse qui suivit le remariage soudain de son père, Lena observa depuis l'escalier, témoin indésirable d'une union née avant même que la tombe de sa mère ne soit posée. Margaret Holloway, pâle derrière des lunettes de soleil noir, entra dans la chambre d'Evelyn, s'empara du panier à tricot et jeta l'écharpe à moitié terminée dans la cheminée. Le léger craquement des fibres en feu fut un ultime acte d'effacement, et le halètement de Lena resta inaudible, les flammes consumant chaque point de mémoire. Ce matin-là même, la voix monocorde de Margaret ordonna à Lena de prendre possession de la valise de sa mère et de partir. Arthur était assis à proximité, la tête penchée sur sa tasse de café intacte. « Va-t'en avant qu'il ne pleuve à nouveau », marmonna-t-il. Lena franchit donc le seuil, sans se retourner, tandis que la porte claquait derrière elle, non pas à cause du vent, mais à cause de celui qu'elle appelait autrefois papa. La brume s'enroulait le long de la route du village, et les flaques d'eau reflétaient les faibles lampadaires tandis que Lena traînait sa valise sur le sol détrempé. Maison après maison, aucun refuge n'était possible, rideaux fermés, portes silencieuses, et seul l'aboiement lointain d'un chien répondait à ses timides coups. Chaque refus enseignait à Lena une vérité immuable, plus personne ici ne la protégerait désormais. Sous les branches basses d'un vieux chêne, elle trouva un chien errant, le poil couvert de boue. Lena s'installa à côté de lui et, les doigts tremblants, détacha un morceau de pain rassis de sa ration du petit déjeuner. « Je n'ai pas grand-chose, murmura-t-elle, mais on peut partager. » Lentement et reconnaissante, la chienne forgea un lien fragile entre deux âmes solitaires blotties contre la pluie. Puis, comme une lame de lumière perçant l'obscurité, des phares balayèrent la route. Une voiture s'arrêta silencieusement à quelques mètres, le moteur tournant au ralenti sous l'averse. Lena leva les yeux, l'espoir et la peur mêlés dans son regard, tandis que le monde qu'elle avait connu disparaissait derrière elle sous la pluie battante. Les phares d'Elliott Warren perçaient l'obscurité mouillée par la pluie, illuminant le tronçon d'autoroute désert devant lui. Derrière le volant se trouvait l'homme autrefois célébré comme l'incarnation du triomphe financier de la côte est, un millionnaire autodidacte dont l'œil perçant ne manquait rien dans un bilan. Mais c'était il y a 10 ans, avant l'accident de voiture qui lui avait enlevé sa femme et sa fille de 6 ans. Depuis, Elliott avait disparu de la scène publique, il avait vendu toutes ses actions, démissionné de tous les conseils d'administration et s'était retiré dans une propriété isolée à la périphérie d'une ville tranquille. Ce soir, jour anniversaire de son mariage, il revenait du cimetière à flanc de colline où 2 stèles blanches, côte à côte, portaient les noms de ses proches. Pas de cérémonie, pas de fleurs, juste un bouquet de chrysanthèmes blancs bercés en silence. Alors que ses phares passaient sur une petite silhouette trempée au bord de la route, le silence pesait lourd, résonnant dans la poitrine d'Elliott. Au début, il ne s'arrêta pas. Il aurait pu filer comme s'il n'avait rien vu. Mais ses yeux, vides de supplication ou de peur, le captivèrent.
Il reflétait le regard obsédant qu'il avait aperçu dans son propre reflet après les funérailles, des yeux qui criaient une dévastation indescriptible. Instinctivement, il releva le volant, baissa sa vitre et cria « Qu'est-ce que tu fais dehors si tard ?» Elle se tenait sous la pluie battante, époussetant la boue de sa manche. Sa voix, rauque à cause d'un long silence plutôt que de larmes, répondit doucement « On m'a mise à la porte. » Il lui demanda son nom. Elle marqua une pause, puis dit « Léna, mais plus personne n'a besoin de connaître mon nom. » Il n'y avait aucun reproche dans son ton, seulement une acceptation sévère qui fit resserrer la prise d'Elliot sur le volant. Il ouvrit la portière avec un calme délibéré. « Montez. Il pleut encore. » Léna l'observa, le regard méfiant, le corps momentanément figé, avant d'acquiescer et de grimper sur le siège passager, sa valise serrée contre sa poitrine. À l'intérieur, les sièges en cuir sentaient légèrement la menthe. Elliot conduisait sans un mot, le tatouage régulier de la pluie sur les vitres accompagnant leur silence. Finalement, il demanda « As-tu mangé quelque chose ?» Léna garda le silence, il hocha la tête et s'engagea sur le parking d'une petite supérette. Quelques instants plus tard, il revint avec un sac en papier, des viennoiseries chaudes, une tasse de thé et des serviettes. Ma fille aimait ses gâteaux au beurre sucré, mais pas trop. Léna les accepta sans un mot, grignotant lentement. Lorsque sa dernière bouchée disparut, son expression s'adoucit, comme si le sucre avait fait fondre quelque chose en elle. Ils s'engagèrent dans une ruelle étroite bordée de peupliers imposants. Au bout se dressait une maison aux tuiles sombres, une lumière jaune se déversant par les fenêtres aux rideaux. « Tu peux rester ici ce soir », proposa Elliot. « Juste cette nuit, si c'est ce que tu veux. Personne ne te forcera. » Léna sortit sur le porche sans un mot. « Si quelqu'un te pose la question, » ajouta-t-il, « dis-lui que tu as été recueilli par un homme qui a tout perdu autrefois, car te laisser là-bas aurait été un crime. » Le portail en fer s'ouvrit avec un léger soupir mécanique lorsque la voiture d'Elliot entra. La maison, impeccablement entretenue et pourtant étrangement inhabitée, se dressait derrière des jardins sans feuilles. La lumière chaude des lampes basses dessinait de douces ombres sur les murs de pierre grise. À l'intérieur, le silence régnait, pas de télévision, pas de musique, seulement le léger tic-tac d'une horloge ancienne. Une femme aux cheveux argentés noués en chignon apparut sur le palier. Vêtue d'un col roulé couleur crème, elle regarda Léna d'un air absent, puis inclina la tête. « Tu dois avoir froid, » dit-elle d'une voix posée et apaisante. Sans poser de questions, elle alla chercher un pyjama propre et une serviette et guida Léna à travers un couloir orné de vieux tableaux jusqu'à une chambre au 2e étage donnant sur le jardin. Des draps parfumés à la lavande étaient soigneusement posés sur le lit. Léna enfila des vêtements propres, ses doigts effleurant chaque recoin de la couverture comme pour se rassurer que cet endroit était bien réel. Ce soir-là, elle cacha une cuillère sous son oreiller, un talisman qui, selon sa mère, l'aiderait à se sentir maîtresse de la situation. Les jours suivants, Madame Emily Warren n'interrogea jamais son invitée. Chaque matin, un gant de toilette soigneusement plié attendait Léna à son chevet. Au dîner, le riz était servi avec précision, toujours accompagné d'une petite part de gâteau à côté de son bol. Léna glissa une partie du gâteau dans un mouchoir et le cacha sous son oreiller au nom par faim, mais par peur de l'incertitude. Un jour, à l'aube, Léna découvrit que le gâteau caché avait disparu, remplacé par une part fraîche enveloppée dans du papier sulfurisé. Aucun mot ne fut échangé, mais le geste témoignait d'attention et de vigilance. Plus tard, tandis que Madame Emily peignait ses cheveux mouillés après le bain, Léna demanda doucement « As-tu déjà oublié à quoi ressemblent les visages de tes proches ?» Emily marqua une pause, sa brosse flottant au-dessus d'elle, puis répondit doucement « Oui, mais les choses que nous aimons sont toujours là, elles se cachent juste pour un temps. » Léna hocha la tête, réconfortée par cet aveu. Cette nuit-là même, les vieilles habitudes de sa fille résonnèrent dans la résidence Warren. Léna, assise sur son lit, murmura « Ma mère restait assise pendant des heures après le thé, elle respirait fort. » Elliot, debout dans le couloir sombre, entendit ces mots et sentit un froid malaise l'envahir. Il se retira dans son bureau, ouvrit un vieux carnet et nota sa phrase. Puis, dans un vieux tiroir, il sortit un dossier sur les symptômes de l'empoisonnement lent, une obsession née du chagrin, autrefois laissée à l'abandon. À présent, tandis que les mots de Léna résonnaient dans son esprit, cette vieille cicatrice d'interrogation se rouvrit, plus profonde et plus urgente que jamais. Il tourna la page et trouva un avertissement sévère, réaction après avoir consommé du thé ou des aliments contenant du thallium, fatigue, essoufflement, faiblesse prolongée. Elliot sentit la remarque désinvolte de Léna, autrefois aussi insignifiante que de la fumée,
s'accrochait à lui comme un signal d'alarme qu'il ne pouvait ignorer. Se levant de sa chaise avec une soudaine urgence, il s'arrêta dans le couloir lorsque quelque chose attira son attention, la petite valise de Lena, abandonnée dans un coin. Elle n'était pas fermée à clé. Un élan protecteur l'emporta sur toute hésitation. Il ouvrit le couvercle, non par curiosité lubrique, mais par une vive inquiétude pour la sécurité de l'enfant ou une inquiétude plus profonde qu'il ne l'avait imaginée. À l'intérieur se trouvait un carnet à couverture souple, entre ses pages, quelques lignes griffonnées à la hâte, peut-être le journal de Lena. La première entrée disait simplement : « Si je ne suis plus là, maman saura toujours qu'elle me manque beaucoup. » Son cœur se serra. Quelques brèves notes suivirent, toutes plus alarmantes les unes que les autres. Maman avait bu le thé noir de tante Margaret, elle disait qu'il avait un goût étrange aujourd'hui. Elle m'avait conseillé de n'en parler à personne. Une fois, maman avait vomi après en avoir bu. Tante disait que c'était parce que maman était faible, mais elle n'était pas comme ça avant. La poitrine d'Elliot se serra. Une partie de lui avait envie de refermer le carnet pour s'épargner la douleur, une autre partie le poussait à poursuivre sa lecture. Cet après-midi-là, il rejoignit Lena dans la petite bibliothèque, où la douce lumière du soleil éclairait les étagères en bois usé. Elle était assise, une BD à la main, et pourtant son regard se posa sur lui avec une question muette. « C'est toi qui as écrit ces notes ?» demanda-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Lena hocha gravement la tête. « Ma mère me disait toujours de noter tout ce qui était étrange pour ne pas l'oublier plus tard. »« Quand tu dis tante Margaret, de qui parles-tu » s'aventura-t-il, prenant soin de prononcer ce nom mystérieux à voix haute pour la première fois. Lena hésita, puis parla comme si elle se remémorait une histoire lui il y a longtemps. « C'est la nouvelle femme de mon père. Elle est venue souvent me voir, et quand maman est tombée malade, elle a emménagé chez moi. Elle ne m'a jamais aimé. » Elliot écouta Lena raconter comment Margaret accusait sa mère de feindre la maladie pour éviter de prendre des médicaments, alors que maman semblait aller bien jusqu'à ce qu'elle commence à boire ce thé. Maman riait tout le temps, dit doucement Lena. Et ton père demanda Elliot d'une voix douce. Au début, il me serrait encore dans ses bras, répondit-elle, mais ensuite, il a commencé à détourner le visage. Un silence s'installa entre tandis qu'Elliot reconstituait le puzzle. Ce n'était pas un hasard si Evelyn était tombée malade juste à l'arrivée de Margaret. Et ce n'était pas un hasard si une enfant de 8 ans avait conservé chaque détail troublant du déclin de sa mère, chaque note, chaque symptôme, menant à une conclusion terrifiante. Dehors, le ciel ne portait aucune trace de la pluie de la nuit dernière, sa clarté reflétant la résolution qui prenait forme dans son esprit. Une douce brise soufflait dans les feuilles d'érable, désormais dorées par les lueurs du début de l'automne. Elliot était assis sur la véranda, une tasse de café fraîche à la main, les yeux rivés sur Lena qui disposait de minuscules galets en rangées bien nettes sur la pelouse. « Que fais-tu » demanda-t-il doucement. « À mon ancienne école » expliqua-t-elle sans lever les yeux, mademoiselle Rachel nous apprenait à aligner des galets pour compter les jours. Chaque pierre marque un souvenir inoubliable. Le pouls d'Elliot s'accéléra. Rachel, quel était son nom de famille? Rachel Ford, répondit Lena, la surprise dans la voix. Papa l'a dit en signant des papiers. Ce soir-là, après avoir bordé Lena, Elliot a vérifié son nom dans les registres scolaires locaux. Quelques appels téléphoniques plus tard, il a appris que Rachel Ford avait été enseignante à l'école élémentaire Chestnulan, démissionnaire 4 mois plus tôt suite à une plainte pour conduite inadéquate déposée par une certaine Margaret Holloway, qui accusait Ford d'instiller des pensées négatives chez ses élèves. Une lourdeur s'installa dans sa poitrine. Il ne savait pas encore ce qui s'était passé dans cette salle de classe, mais si quelqu'un avait vraiment cru à l'instinct de Lena, c'était bien Rachel. Le lendemain matin, Elliot se rendit dans la ville voisine, cherchant des réponses à l'adresse indiquée dans les dossiers de l'ancienne école. Rachel Ford ouvrit la porte avec un regard prudent et s'excusa de ne pas recevoir de visiteurs. Mais lorsqu'il mentionna Lena, son visage s'adoucit. L'invitant à entrer, elle prépara 2 tasses de thé et dit doucement, Evelyn était une mère dévouée, mais vers la fin, elle a décliné si vite. Chaque fois qu'elle venait chercher Lena, elle était essoufflée. Je lui ai demandé, et elle a prétendu que c'était juste à cause de son travail. Elliot hocha la tête, absorbant chaque mot. Margaret Holloway, la nouvelle épouse d'Arthur, intervenait constamment. Une fois, elle s'est plainte que j'étais trop émotif, et j'ai rapidement été contraint de partir. Personne ne m'a défendu. Elle sortit un vieux carnet de son bureau et le posa devant lui. Evelyn l'a laissé dans le sac à dos de Lena. Certaines pages sont arrachées,
mais je crois qu'elle se doutait de quelque chose. Elliot parcourut l'écriture soignée, jour 15, après le thé, mal de tête, légère nausée. Je n'ai rien dit à Arthur. Une autre entrée disait, Margaret a apporté le thé, plus sucré que d'habitude. Quelque chose ne va pas ce soir. La nuit était tombée lorsqu'il rentra chez lui. Par la fenêtre, il aperçut une petite silhouette derrière la clôture, Jonas, le fils du voisin, serrant un paquet enveloppé de tissu. Leurs regards se croisèrent dans un éclair de joie et de timidité, avant qu'ils ne se retournent et disparaissent dans l'obscurité. L'après-midi suivant, Jonas réapparut à la porte de derrière et offrit à Lena un sandwich au beurre de cacahuète enveloppé dans un tissu. « Comme celui de ton anniversaire, murmura-t-il. Je pensais que tu t'en souviendrais. Lena l'accepta d'un petit hochement de tête, la serrant contre elle. Jonas jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, à voix basse, « Je dois te dire quelque chose. Un jour, tante Margaret a jeté quelque chose dans le puits derrière la maison. Il y avait un cadre, comme une photo. Je crois que c'était la photo de ta mère. » Une rafale de vent secoua les cheveux de Lena tandis qu'elle murmurait, « C'est peut-être la seule photo qui me reste. Je veux la retrouver, mais je ne sais pas comment. » Plus tard, elle retrouva Elliot dans la bibliothèque, les doigts tordant le bas de sa chemise. « Puis-je vous demander un service ?» demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Il posa son livre et croisa son regard. « N'importe quoi. Peux-tu m'aider à trouver quelque chose dans le puits derrière ma vieille maison? Tante Margaret a jeté quelque chose là-dedans. Je pense que c'est une photo de ma mère. » Elliot se leva, le regard déterminé. « On le trouvera, promit-il, quoi qu'il en coûte. » C'était la première fois que Lena demandait de l'aide. Elliot marqua une pause, son regard s'adoucit tandis qu'il étudiait son visage, puis se leva. « Tu n'as plus à affronter ça seule, Lena, dit-il doucement. Laisse-moi porter ce fardeau pour toi. » Le lendemain matin, Elliot engagea une équipe de police scientifique pour enquêter sur le terrain derrière l'ancienne maison de Lena. Au fond du puits, ils récupérèrent une photographie endommagée par l'eau et un bocal en verre brisé, l'intérieur taché par les restes d'un produit chimique corrosif. Personne ne parla, mais Elliot sentit dans ce moment de silence que ce n'était plus une intuition, mais le signe que la vérité exigeait d'être découverte. « Crois-tu, demanda-t-il plus tard à Lena, que parfois, même une photo floue peut révéler un secret enfoui? Si oui, réponds oui, sinon, réponds non, et dis-moi pourquoi. Je veux vraiment entendre ton histoire. » Au centre de la photo, une femme était assise près d'une table en bois, les cheveux soigneusement attachés. Une main reposait sur une tasse de thé en porcelaine blanche. La lumière oblique de la fenêtre derrière elle projetait une douce lueur sur son épaule, brouillant les contours de l'image. Au fond de la boîte gisait le bocal en verre brisé, dont les traces sombres de résidus s'infiltraient dans le revêtement métallique, laissant dans l'air une légère odeur chimique persistante. Ce détail le fit s'arrêter. Lena murmura que c'était le même service à thé que Margaret utilisait chaque matin. Mais ce qui troublait vraiment Elliot, c'était la note manuscrite à peine lisible dans un coin de la photo. L'inclinant sous une lampe, il distingua le fragment « Ne la laisse pas faire, Lena ». Il inspira lentement, qui écrit sur des photos, à moins d'avoir quelque chose à cacher, ou un avertissement de partir? Peut-être Margaret n'avait-elle pas jeté le bocal dans le puits dans un accès de colère, mais pour tenter d'effacer toute trace de sa présence lorsqu'Evelyn commença à faiblir, malgré ses dénégations ultérieures. Ce matin-là, Elliot était assis à son bureau, feuilletant son petit carnet. Dans une note tirée d'une conversation avec Rachel Ford, il trouva une référence, Evelyn avait un jour emmené Lena à la clinique Elroy pour faire examiner des rougeurs derrière son cou. Le nom le fit Jeannette. Il ouvrit son ordinateur portable et confirma que le docteur Elroy avait travaillé dans une clinique privée près du centre-ville jusqu'à sa retraite 3 ans plus tôt. Sans hésiter, il se rendit à l'adresse indiquée dans les anciens registres. La petite clinique, nichée derrière 2 rangées de maisons en briques brunes, arborait une pancarte en bois flottant légèrement au vent, Elroy & Associates Community Healthcare, depuis 1974. La porte était déverrouillée. À l'intérieur, tout semblait indiquer que le propriétaire venait de sortir. Cheveux argentés et épaules fines, mais le regard perçant et inquisiteur, le docteur Elroy accueillit Elliot avec surprise et un sourire circonspect. « Je me souviens bien d'Evelyn, dit-il lentement. Elle venait dès qu'elle se sentait fatiguée aux maux de tête, difficulté de concentration. On aurait dit une légère dépression nerveuse, mais je n'ai jamais posé de diagnostic clair. A-t-elle déjà eu un bilan médical complet ? A demandé Elliot.
Le médecin hocha la tête. Je ne l'ai pas consulté depuis des années, mais je peux demander le dossier médical. Elroy fronça les sourcils. J'ai aussi conservé un échantillon de cheveux d'Evelyn, issu d'une biopsie du cuir chevelu, à l'époque où nous soupçonnions une intoxication locale. Il devrait encore être conservé au réfrigérateur. Cet après-midi-là, Elliot envoya l'échantillon pour analyse. 2 jours plus tard, le rapport toxicologique arrivait, des traces de thallium dans les cheveux d'Evelyn. Soudain, les soupçons prirent de l'ampleur. Elliot s'adressa directement au shérif Collins, chef de la police de la ville, discret depuis plus de 20 ans. Connu pour son sens du maintien de l'ordre, Collins était soupçonné de devoir des faveurs à la puissante famille Holloway. Ce ne sont plus des soupçons, dit Elliot en posant le rapport sur le bureau. Ce sont des preuves. Collins croisa les bras, la voix froide. Un échantillon de cheveux ne suffit pas. Qui accusez-vous? Margaret Holloway? Il vous faut des témoins, des corroborations, des horodatages. La frustration d'Elliot s'exacerba. Vous dites que les paroles d'un enfant ne comptent que si quelqu'un d'autre les soutient. La conversation devint tendue, mais le shérif finit par céder. Je vais consulter les anciens dossiers. Mais si vous voulez poursuivre, il vous faudra plus que de l'instinct. Le même après-midi, Elliot se rendit à l'épicerie de May Thompson. Au petit déjeuner, Lena se souvenait d'être restée dehors, tremblante, dans le froid, jusqu'à ce que Madame May l'enveloppe dans une écharpe chaude. Madame Thompson confirma l'histoire, la petite fille avait trop peur pour rentrer. Je lui ai donné ma propre écharpe pour qu'elle se réchauffe avant de rentrer. C'était un détail, mais chaque détail comptait. De retour dans son bureau ce soir-là, Elliot regardait Lena dormir, la photo floue serrée contre son cœur. Chaque indice était un fil conducteur, et chaque fil tissait une carte menant à une vérité enfouie. Au cours des jours suivants, d'autres pièces du puzzle se sont mises en place, des notes de Miss Lily, la couturière, qui a découvert dans le vieux manteau d'Evelyn un carnet de notes en cuir usé listant les symptômes fatigue, essoufflement, vertige après avoir bu du thé et un dernier avertissement urgent, s'il m'arrive quelque chose, ne laissez pas Margaret s'approcher de Lena. Avec l'aide de l'avocat Cruz, le shérif Collins a remonté la chaîne d'approvisionnement du poison. Ils ont convoqué Darrelley, propriétaire du magasin de produits chimiques de la ville voisine, qui a présenté un bon de commande datant de 5 ans, l'acheteur était Mary Hollow, mais la photo de la personne qui avait récupéré le thallium portait le visage reconnaissable d'Arthur Rosewood. Fort de ces preuves, Collins signa le mandat d'arrêt. Le lendemain matin, Elliot était assis avec Lena sur le porche, tandis que la fraîcheur de l'aube persistait. « Tu n'es pas obligé de témoigner, » murmura Elliot, « mais si tu gardes le silence, personne ne saura peut-être jamais comment ta mère est vraiment morte. » Les petits poings de Lena se serrèrent, mais lorsqu'Elliot lui présenta le rapport de toxicologie et lui révéla que son père avait tenu le poison dans ses mains, sa détermination se renforça. « J'y vais, dit-elle. » Avant le lever du soleil, 3 voitures de police arrivèrent en trombe devant la maison gris cendré, à la sortie de la ville. Le shérif Collins fit signe, les policiers firent le tour par l'arrière et la porte d'entrée s'ouvrit brusquement. À l'intérieur, du café fumait sur la table, une seule bouchée restait dans l'assiette, quelqu'un avait pris la fuite quelques instants auparavant. Des traces de pneus fraîches dans la boue confirmaient la poursuite. Un avis de recherche a été émis à l'échelle de l'État contre Margaret Holloway et Arthur Rosewood, suspectés d'empoisonnement et de mise en danger d'enfants, considérés comme armés et dangereux. En milieu de matinée, une équipe de suivi a intercepté une vidéo floue d'une station-service montrant une berline grise à 5 heures du matin, bien que le conducteur portait une casquette, sa carrure correspondait à celle de Rosewood. Ils avaient une piste. 3 jours plus tard, au cœur de la forêt, le long du sentier Timberline, les agents trouvèrent la voiture abandonnée près d'un feu de camp fumant. Margaret se rendit sans un mot, Arthur fondit en larmes. La justice, murmura le shérif Collins, peut arriver tard, mais elle arrive toujours. Par une froide matinée grise, au palais de justice du comté, les habitants se rassemblèrent en silence sur les marches de pierre. La nouvelle de l'affaire Holloway s'était répandue comme une traînée de poudre. Les vérités cachées trouvent toujours la lumière. Elliot Warren entra, accompagné de Lena, sa silhouette en pull bleu marine témoignant discrètement de sa survie. Dans la salle d'audience, tous les regards se tournèrent vers le même couple, Margaret Holloway, posée et provocatrice, et Arthur Rosewood, voûté et creusé par le remords. Le juge Paul Whitmore ouvrit l'audience, et la procureure Anna Cruz se leva pour prononcer l'acte d'accusation initial. Il s'agissait de plus que de maltraitance infantile, d'un complot visant à assassiner une mère et à s'approprier son héritage.
Aucune preuve directe n'établit que Margaret ou Arthur aient délibérément empoisonné Evelyn. L'accusation présente un ensemble de faits circonstanciels et de témoignages à charge. La première mèche provenait des cheveux d'Evelyn. Le docteur Elroy, un homme âgé, se leva lentement et, d'une voix posée, lut les résultats du laboratoire. Des traces de thallium ou une toxine de métal lourd avaient été détectées dans ses follicules pileux. En si longs mois, les niveaux avaient augmenté, centimètre par centimètre, jusqu'à devenir indéniablement mortels. Roark, le défenseur, se pencha en avant. Le thallium, rappela-t-il à la cour, est présent dans les pesticides et le sol. Une exposition environnementale ne peut être exclue. On ne peut pas conclure à un meurtre prémédité à partir de ces constatations. L'accusation a ensuite dévoilé une facture de M. Hay, propriétaire d'un magasin de produits chimiques local. La commande était libellée au nom de Mary Hollow, un pseudonyme connu de Margaret, et l'homme qui l'avait récupéré était identifié, sur photographie, comme étant Arthur Rosewood. Monsieur Arthur, protesta Roark, a reçu un colis mystérieux, mais il n'a fait qu'obéir aux instructions de sa femme. Il marqua une pause tandis que le juge le regardait en silence. Il n'en connaissait pas le contenu. Puis vint le témoignage tremblant de May Thompson. Les lèvres tremblantes, elle se rappela avoir vu un jour la petite Lena debout sous une pluie battante, sans manteau. Je l'ai enveloppée dans mon écharpe, dit-elle, mais je pensais que quelqu'un d'autre informerait les autorités. Jonas, sa casquette serrée contre lui, se tenait à côté de lui. Madame Margaret m'avait prévenu, avoua-t-il d'une voix brisée, que si je jouais avec Lena, mon propre père risquait de perdre son emploi. J'avais peur, et Lena m'a dit que ce n'était pas grave. Lorsque le journal intime d'Evelyn fut sorti au glissé dans la doublure de son manteau, un silence pesant s'abattit. Le juge lut à voix haute, tous les soirs après le thé, un mal de tête lancinant. Je soupçonne Margaret, mais Arthur refuse de me croire. J'ai peur pour Lena. Rachel Ford a raconté sa propre tentative de protéger Lena. J'ai signalé des signes de maltraitance au directeur, a-t-elle dit à voix basse. Ils m'ont dit que j'étais alarmiste. Après ça, Lena a disparu de l'école. Le shérif Collins, tête baissée, avoua ses regrets. J'aurais dû agir plus tôt, dit-il. La réputation de Margaret et les rumeurs qui circulaient m'ont freiné. J'avais tort. Tous les regards se tournèrent alors vers Lena elle-même. Petite à la barre, elle détourna le regard. Ma mère disait toujours, un jour viendra où tu devras te défendre, murmura-t-elle. Je n'aurais jamais imaginé que ce moment se produirait dans une salle d'audience. En déglutissant, elle poursuivit, après la mort de maman, papa n'était plus papa. Tante Margaret me traitait de fardeau. Quand maman tombait malade, sa tante lui préparait du thé chaque soir. Après une tasse, elle s'affaiblissait, essoufflée alors qu'avant, maman était forte. La voix de Lena baissa. Maman a dit, s'il arrive quelque chose, garde cette photo. Mais sa tante l'a jetée dans le puits. Arthur Rosewood releva la tête pour la première fois. Ses yeux bruns, emplis de suspicion, de douleur et d'un espoir désespéré, croisèrent ceux de Lena. Je suis désolé, s'étrangla-t-il. Des larmes coulèrent, non pas de terreur, mais d'une culpabilité accablante. J'ai été un lâche. Je t'ai abandonné, j'ai abandonné Evelyn. Je l'ai laissé détruire tout ce qui était bon. En face de lui, l'expression de Margaret restait impassible. Bien que son mari pleurait, ses traits restaient immobiles, son regard fixé sur un point lointain. Après un long moment de silence, le juge s'est retiré pour s'entretenir avec l'avocat. 15 minutes plus tard, il est revenu. Sur la base des preuves matérielles, des témoignages et des rapports médico-légaux, le tribunal déclare Margaret Holloway coupable d'empoisonnement volontaire ayant entraîné la mort et de maltraitance infantile systématique. Elle est condamnée à 12 ans d'emprisonnement. Arthur Rosewood est déchu de ses droits parentaux et soumis à un suivi psychologique supervisé. L'audience est levée. Tandis que les policiers menottent le couple, les lèvres de Margaret tremblent, Arthur garde la tête baissée de honte. Lena descendit de la barre, jetant un coup d'œil à son père au son ancien refuge, mais il détourna le regard. Elle se retourna résolument et quitta la salle d'audience. Dehors, Elliot Warren l'accueillit à la porte, sa main chaude sur son épaule. Les spectateurs s'écartèrent sans applaudissements, dans ce silence pesant, la justice résonnait. Ce soir-là, Elliot se tenait à la fenêtre de son bureau. La douce lumière de l'automne filtrait à travers les feuilles ambrées. Le verdict était tombé, des vies avaient été brisées, et pourtant une enfant avait retrouvé sa voix.
Il savait que le chemin serait ardu, mais au moins un tournant avait été atteint. L'aube se leva doucement sur Hilltop, où la résidence Warren était enveloppée dans l'ombre des érables. À l'intérieur, le silence régnait, pas d'appels urgents, pas de pas inquiets. À une table en bois près de la fenêtre, Lena était assise avec une feuille blanche et des crayons de couleur. Ses petites jambes se balançaient tandis qu'elle dessinait, une femme aux doux cheveux bruns, une petite fille à ses côtés, et un homme grand, coiffé d'un large chapeau, les bras grands ouverts pour l'accueillir. Cet homme était Elliot Warren. En 3 semaines, les papiers d'adoption étaient signés. L'avocate Anna Cruz avait accéléré le traitement de tous les documents. La signature délicate de Madame Emily, légèrement tremblante, mais résolue, affirmait « Elle mérite un véritable foyer ». Elliot, silencieux, contemplait le dossier comme s'il contenait tous les espoirs qu'il avait perdus et retrouvés. Cet après-midi-là, après la soupe au poulet et la tourte, Lena apparut avec son dessin. « Je veux te l'offrir », murmura-t-elle. Elliot étudia les lignes, un père, une fille et une promesse. « Qui est l'homme au chapeau » demanda-t-il doucement. « C'est celui que j'espère appeler mon père », répondit Lena dans un souffle, comme si elle révélait un secret à une confidente. Elliot fit un pas hésitant en arrière, l'émotion montant. Pendant 10 ans, il avait survécu comme un naufragé intact, mais vide. Maintenant, cette petite âme le cherchait comme un père. Il ne parlait pas, il se contentait d'ouvrir les bras. Lena se précipita dans ses bras, et à cet instant, il pleura non pas comme un homme las du monde, mais comme un père redécouvrant l'amour. À travers la porte entr'ouverte, Madame Emily observait, les yeux embués. Après 10 ans, son fils avait appris le pardon le plus dur, se pardonner à lui-même. Dans le calme de la nuit, Elliot était assis devant le plan de la maison de lumière de Lena, un sanctuaire pour les enfants qui avaient connu la peur. En tête de ce plan, il avait écrit « Un lieu où les enfants sont crus, aimés et appelés par leur vrai nom ». Le lendemain matin, le soleil et une brise parfumée à la lavande les accueillirent dans le jardin. Jonas bondit avec des bagels. « Tu veux en partager un » demanda-t-il. « D'accord » sourit Lena. « Tu te sens mieux ?»« Pas tout à fait » admit elle, « mais j'ai l'impression que tout commence. » Elliot l'observait de loin, heureux de la laisser façonner leur nouveau monde. Le vieux bâtiment administratif sur la colline sud de la ville autrefois abandonné, délabré au bourdonné désormais de promesses. Lena se tenait dans la pièce principale, la main appuyée sur son dessin. « Vermont ici » décida-t-elle. « C'est apaisant pour les petits qui ont peur du noir. » Elliot hocha la tête. « À toi de choisir. Ce sera leur maison. » Madame Emily organisait les fournitures, Jonas, autoproclamé contremaître adjoint, s'occupait de toutes les petites tâches. Mais c'est la tendresse de Lena qui a donné vie à la maison, des fresques à l'aquarelle dans une pièce, des mobiles en feuilles de papier dans une autre. Le jour de l'ouverture, l'enseigne écrite à la main par Jonas et coloriée par Lena brillait dans l'air frais, la maison de lumière de Lena. 3 enfants arrivèrent cette semaine-là, Nora, une élève de CP déposée à la porte d'un hôpital, Sam, un enfant silencieux de 5 ans, et Cathy, 6 ans, les cheveux en bataille et le regard hanté. Quand Cathy arriva par un après-midi pluvieux, Lena l'accueillit sur le seuil. « Tu as froid » demanda-t-elle. « Tiens, une lampe de poche. Je te la laisse allumer. » La peur dans les yeux de Cathy se transforma en une lueur de confiance. Elliot, debout sur le seuil, sentit son cœur s'agiter. La jeune fille qui tremblait autrefois sous la pluie offrait désormais refuge à ses tremblements. Il se tourna vers Madame Emily et lui adressa un doux sourire, un cercle se renouvelant. Cette première nuit, Cathy dormit à côté de Lena sous une douce couverture. La lueur de la lampe torche était comme une berceuse. « Je ne sais pas ce qui t'est arrivé » murmura Lena, « mais je te promets que quelqu'un sera là pour t'écouter quand tu seras prête. » La main tremblante de Cathy trouva la lampe torche, ses yeux se fermèrent et, pour la première fois, un léger sourire apparut. Une semaine plus tard, Elliot montait sur scène lors d'une conférence sur les droits de l'enfant. Les cheveux gris illuminés par les projecteurs, il ne commença pas par des statistiques, mais par une histoire. « Un jour, une petite fille m'a dit, j'aurais aimé que mon père me regarde comme il me regardait autrefois. » Ces mots m'ont empêché de garder le silence. Lorsqu'il conclut par « Nous écouterons les enfants oubliés », les larmes brillèrent dans de nombreux yeux. Un dimanche, Lena était perchée près d'une fenêtre du 2e étage tandis que la pluie crépitait dehors. Mais à l'intérieur, les rires résonnaient dans les couloirs carrelés. Dans le jardin en contrebas, Jonas et Sam plantaient un jeune arbre, Madame Emily tricotait,
Elliot lisait des contes de fées à deux petites filles. Lena les regarda et réalisa, la pluie n'était plus froide. Cette maison, autrefois un simple refuge, était devenue lumière, une lumière qui ne s'éteint jamais. Son histoire est un témoignage, parfois, il suffit d'une personne assez courageuse pour ouvrir son cœur pour changer une vie. Vous êtes-vous déjà senti trop fatigué pour parler, trop effrayé pour tendre la main, même si l'amour vous remplissait? Si oui, sachez que, dans le moindre instant, vous pouvez être une lumière pour quelqu'un de perdu. Et maintenant, je dois vous demander, allez-vous bien aujourd'hui? Avez-vous savouré quelque chose de délicieux? Votre cœur est-il chaud? Prenez un moment pour prendre soin de vos mains et de votre cœur, car ils méritent tous deux d'être aimés.